prouver quelque chose sans divulguer ce qu'on veut prouver. Donc, par exemple, on peut prouver, par exemple, imaginez que j'ai deux bouteilles qui sont pareilles, mais juste pas la même couleur. Et moi, je suis aveugle, et vous devez me prouver en fait que ces deux bouteilles, elles sont différentes. Donc, comment vous feriez? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, pas trop. Ok. Alors, ce que je peux faire, c'est que vous me dites qu'elles sont différentes, très bien. Donc, moi, j'en ai une dans chaque main. Je les échange. Et vous voyez pas si je les échange ou pas. Je vous les remontre. Et du coup, moi, je connais leur position finale, mais vous savez pas. En fait, si elles sont identiques, vous pourriez pas retrouver laquelle est laquelle. Donc, vous direz un truc au pif. Et donc là, vous avez une chance sur deux de vous tromper. Donc là, imaginons que vous ayez bon. Moi, je me dis bon. Il a bon, mais il a eu de la chance. Donc, je le refais une deuxième fois. Vous avez rebond. Donc là, vous aviez 25% de chance d'avoir la bonne réponse. Maintenant, je fais ça 100 fois. Et vous auriez un demi puissance 100 d'avoir la bonne réponse. Ce qui est vraiment, vraiment très peu probable. Et en fait, ça, ce serait une zero knowledge proof, mais ça, c'est interactif. Donc, c'est-à-dire que là, le prouveur, donc vous, et moi, le verifier, en fait, on interagit ensemble. Et donc ça, c'est pas pratique, parce que ça demande d'interagir. Voilà. Ensuite, on peut faire donc des preuves non interactives, ce qui ça est bien plus pratique. C'est-à-dire que le prouveur ne communiquera jamais avec le verifier, à part pour envoyer la preuve, et tout ce dont il a besoin pour vérifier. Donc ces preuves, on préfère qu'elles soient succinctes, c'est-à-dire qu'elles soient bien plus rapides à vérifier qu'à réexécuter. Donc par exemple, moi j'ai un programme, je veux vous prouver que j'ai correctement exécuté ce programme, et en fait je veux une méthode pour que la vérification de la preuve qui prouve que j'ai bien exécuté ce programme, elle soit bien plus rapide à vérifier que juste réexécuter le programme. Donc il y a eu les snarks, donc c'est des zero knowledge proof non interactives, c'est pas les premières qui sont arrivées, mais dans les premières. Et donc les snarks, il y a un trusted setup, c'est-à-dire qu'il y a un setup de base qu'il faut faire confiance, et donc c'est générer un nombre aléatoire. Et en fait, parce que, alors si je dis pas de bêtises, les snarks, en gros le but, c'est à travers tout un protocole de générer un point qui est k fois un point d'origine. Et donc si on connaît le point d'origine, en fait on peut forger des snarks, et donc tout le système s'écroule, et le gars est maître du monde et peut prouver ce qu'il veut. Ensuite, il y a eu les Stark. Donc ça a été co-inventé par Eli Ben Sasson, cofondateur de Starkware. Et donc ça, en fait, il n'y a plus de Trusted Setup. Et c'est ce qu'on utilise sur Starknet. Donc en gros, une Stark Proof, c'est un ordinateur qui exécute un programme, qui va ensuite, ce programme va générer une trace, qui va être envoyée au prouveur. Le prouveur va générer une preuve qu'il enverra au verifier, et le verifier c'est que le programme a été exécuté correctement. On va détailler un peu après comment ça marche. Et donc ça, c'est un peu les stats de différentes Zero Knowledge Proof. Les snarks, en fait, ces trois protocoles-là sont beaucoup utilisés. Ce qui est important, c'est en fait la complexité du verifier. Parce qu'en fait, le prouveur, on s'en fout un peu si c'est compliqué à prouver, jusqu'à un certain point, évidemment. Parce que, en fait, le prouveur, dans Starknet, en tout cas, il va prouver en asynchrone avec la chaîne. C'est-à-dire que ce ne sera pas fait on-chain. Et ça, vous le verrez plus tard. Mais en gros, du coup, le verifier, c'est le plus important. C'est ça qui coûte de l'argent. Et en fait, on voit que vérifier une preuve Stark, c'est exponentiellement plus rapide que de réexécuter le programme. Parce que ça scale en polylocked. Donc, c'est exponentiellement plus rapide. Ça, c'est quelques petites comparaisons de taille de preuve, vérification, etc. En fait, les snarks, c'est vachement rapide, mais en fait, les snarks, faut définir un circuit avant, un circuit logique, avec des portes, des plus, des moins, des fois, des divisés. Et donc ça, c'est pas top, parce qu'une fois que le circuit est défini, on peut pas changer le circuit. Alors que là, avec les Stark, on n'a pas besoin de circuit, donc on peut vraiment prouver ce qu'on veut, quand on veut, et bulletproof, ça, je connais pas trop. Voilà, donc là, on va générer une Stark qui prouve ça. Et donc, pour ça, j'ai besoin que vous sachiez ce que c'est la suite de Fibonacci. Vous savez ce que c'est? Oui, très bien. Et maintenant, en fait, on met au carré les deux éléments.
Donc, ce qui nous donne ces éléments-là, mais en fait, si on ne met pas modulo quelque chose, ça va nous faire des extrêmement grands nombres très très vite. Donc là, par exemple, c'est la suite de Fibonacci au carré modulo 7. Donc ça nous donne ça. Vous êtes tous familiers avec les modulos? Oui, top. Et avec les corps finis? Oui? Non? Presque. Ok. En fait, un corps fini, c'est genre un espace qui est modulo à un grand nombre premier. Donc ici, on va se mettre dans l'espace fini qui est modulo ce grand nombre-là. Et il y a un générateur aussi, mais ça, vous n'avez pas trop besoin de le savoir. Donc, on veut prouver que le 1023e élément de la suite de Fibonacci modulo, enfin au carré modulo cet élément-là, il vaut ça. Donc, sans révéler évidemment la valeur de ça. Donc, comment on va faire? Donc, déjà, en fait, on va calculer toutes les valeurs, jusqu'à les 1023 premières valeurs. Ça va nous donner des points, parce que du coup, on aura suite de Fibonacci de 0 égale ça, suite de Fibonacci de 1 égale ça. Donc, ça va nous donner des points. Donc, par exemple, ces points-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interpoler un polynôme dessus. Tout le monde est familier avec l'interpolation? Ouais. En gros, on va à partir de ces points, on va générer un polynôme. S'il y a n points, on va générer un polynôme de degré n-1 qui passe par tous ces points. Et donc là, on aura 1023 points. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir 8 fois 1023 points. Pour être sûr en fait que personne n'a triché. Parce que si par exemple, tous nos points, imaginons que c'était tous 0, sauf un qui était 1, parce qu'il a triché qu'une fois, c'est super difficile de détecter qu'il a triché qu'une fois, juste avec ces points-là. Alors que si on interpole un polynôme, au lieu que ça fera une courbe comme ça. Et du coup, ça, on pourra le voir facilement parce qu'on aura évalué genre 8 fois les points. Donc on verra qu'il a triché à peu près partout. Voilà, donc là on a notre polynôme qui est interpolé et on a évalué 8 fois nos points. Donc ça c'est cool, et ça c'est la trace du coup. C'est les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à notre résultat. Ça, le prouveur. Ok, vous savez ce que c'est un Merkle tree, enfin un arbre de Merkle? Non? Si? Non? Ok. Un arbre de Merkle, c'est un arbre avec plein de haches. En gros, là, vous avez vos valeurs. Vous les hachez, ensemble, ça vous donne un point. Et vous faites ça partout, et ce qui vous permet en fait de vérifier que votre racine, elle est bonne sans avoir à tout reconnaître. Vous pouvez juste, par exemple, si vous connaissez ce hash, vous pouvez juste repartir de là pour tout rehacher. Et donc ça, en fait, on va faire un arbre de Merkle avec notre trace pour être sûr que la trace correspond à la star qu'on est en train de générer. Voilà. Et maintenant, en fait, notre polynôme, il doit respecter des contraintes parce qu'en fait, on veut prouver quelque chose. On veut prouver que le 1023e élément de la suite de Fibonacci au carré, modulo notre grand nombre premier, c'est égal à cette valeur-là. Donc ça, en fait, il faut que notre trace, elle respecte des contraintes. Et donc ces contraintes, elles sont marquées là. Donc que A0 égale à 1, que A 1022, donc la 1003e valeur, 1003e valeur, c'est égal à ça, et que la suite de Fibonacci au carré, donc c'est bien égal à ça sur tout le long des choses. Donc là, on a nos trois contraintes qui sont écrites, mais en fait, comme ça, c'est pas pratique. Donc on va les remettre sous forme de fonction. Donc A0, en fait, ça c'est le générateur du nombre, enfin du corps fini. Donc ça, c'est-à-dire que f de, on va dire f de 0 en gros, c'est égal à 1. F de 1022, donc à 1023, c'est égal à ça. Et que la suite de Fibonacci est bien égale à gx carré, enfin f de gx carré plus f de x carré. Ce qui correspond à ça. Donc ça, on a déjà retransformé nos contraintes en quelque chose de plus facile pour prouver. Et on va ensuite encore les réduire. Vous avez tous fait des maths au lycée, les polynômes et tout, vous êtes genre les racines, vous savez ce que c'est, vous savez factoriser un polynôme et tout. On sait jamais. Donc là, on a nos contraintes qui sont là, et en fait, on va juste tout faire égal à 0. Comme ça, en fait, ces valeurs-là seront racines. Et ce qui va nous permettre de factoriser le polynôme. Vous allez comprendre pourquoi. Juste ici, c'est que en fait, si ça, c'est racine, ça veut dire qu'on peut diviser le polynôme par sa racine, et ça nous redonne un polynôme. Autrement dit, si ça, c'est racine, ça, c'est une racine du polynôme,
avec la division du polynôme par sa racine, ça nous donne toujours un polynôme. Donc, au lieu de vérifier les contraintes comme ça, eh ben, on va toutes les réécrire comme ça, sous forme de fractions. Et ensuite, on va prouver que ces contraintes, enfin, que ces polynômes-là, c'est bien des polynômes. Sauf que si on le fait pour chaque contrainte, c'est compliqué, c'est ennuyeux. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les multiplie tous. On fait une combinaison linéaire de ces polynômes avec le polynôme trace. Et. Ouais, bon, ça veut dire la même chose. Voilà, et donc là, on a le composition de polynôme. Donc, c'est donc la combinaison linéaire de nos trois contraintes qui sont là. Et en fait, on va prouver que ça, c'est à peu près un polynôme. Parce que prouver que c'est exactement un polynôme, c'est compliqué. Donc, on va prouver que ça, c'est à peu près un polynôme. Et comment on fait ça? Et ben, on fait ça avec l'opérateur de Frey, qui en fait permet de réduire en fait, à partir d'un polynôme, on peut réduire diviser par 2 le degré de son polynôme, sur un polynôme qui est à peu près égal. Donc par exemple, on avait un polynôme de degré 1024. On peut appliquer l'opérateur de Frey, ça fera un polynôme qui est à peu près égal de la moitié de 1024. Donc 512. Voilà. Et en fait, on va appliquer ça récursivement jusqu'à arriver à une constante. Et donc, en fait, on aura prouvé qu'à une petite distance près, donc la distance, c'est le nombre de points qui ne sont pas sur la courbe, qu'à une petite distance près, eh ben, nos contraintes, c'est des polynômes. Et donc, on a prouvé que notre trace en fait, respecte toutes ces contraintes-là. Et que donc, je connais bien la valeur de x, telle que le 1023e élément est égal à le grand nombre qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est clair à peu près ou pas du tout? Ouais, cool. Et ça, ouais, en gros, l'opérateur de Frey, il donne des nombres aléatoires en plus pour pas qu'on puisse forger des SARC, mais bon, c'est pas hyper important de le savoir. Et en fait, ça, c'est interactif, en fait, parce que le verifier va envoyer des nombres au prover. Donc c'est interactif, et du coup, on a modifié le protocole pour l'avoir non interactif et que ce soit bien plus pratique. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vais boire un coup et on continue sur StarkNet. Ok, qui connaît Ethereum? Ok, pas mal. Qui a déjà utilisé Ethereum? Ok, qui a déjà écrit un smart contract? Yeah, les mains se baissent. Qui sait comment ça marche? Ok, quelques personnes. Eh ben, écoutez, on va expliquer comment ça marche. Donc actuellement, en fait, les blockchains, c'est la chose la plus nouvelle, enfin, presque la plus nouvelle qui existe. Pourtant, c'est vachement plus lent que les systèmes traditionnels. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi Alipay, les banques et tout, c'est bien plus rapide que Ethereum, alors que Ethereum, ça date de 2015, alors que le reste, ça date de bien plus longtemps. Et ben, en fait, il y a une explication, c'est que les banques et tous ces systèmes, on délègue notre confiance à une banque. Eux, ils ont une base de données, ils font toutes leurs opérations dessus, ce qui est vachement rapide parce qu'il y a un ordinateur qui travaille, trois, enfin bref, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent, sauf qu'on doit leur faire confiance. Et ça, du coup, ça nous apporte de la vitesse, mais ça nous fait perdre du contrôle sur ce qu'on veut. Les blockchains, ça amène un nouveau paradigme. C'est que là, tout le monde vérifie ce qui se passe, tout le monde voit ce qui se passe. Donc par exemple dans Ethereum, quand quelqu'un fait une transaction, donc quand quelqu'un envoie de l'argent à quelqu'un d'autre, et bien tous les participants du réseau, ils réexécutent ce transfert pour vérifier qu'il est correct. S'il est correct, c'est inclus dans un bloc. S'il n'est pas correct, le bloc est rejeté. Du coup, ça veut dire que tous les participants du réseau, ils refont la même chose, ce qui est extrêmement cher, parce que s'il y a 1 million de participants, ça fait 1 million d'ordinateurs qui refont la même chose. Et ça fait qu'on est aussi borné par l'ordinateur le moins puissant. S'il faut que tout le monde puisse réexécuter la chose dans un temps acceptable, donc on est borné par l'ordi le moins puissant. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait scale avec ce système-là? Eh bien, en changeant le système.
au lieu que tout le monde réexécute les transactions comme à droite, et ben en fait, on va faire confiance, enfin on va pas faire confiance à un gros ordinateur, mais un gros ordinateur va travailler pour nous, et ce gros ordinateur, il s'appelle le prover. Donc, qu'est-ce que ce prover va faire? Eh ben il va faire ce qu'on a fait avant pour tous les blocs d'un temps donné. Euh, voilà, il va faire tout le travail pour un temps donné. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est nos participants du réseau. Et donc eux, ils vont envoyer des transactions à notre séquenceur. Le séquenceur, c'est celui qui ordonne les transactions dans les blocs. Ça parle pas à tout le monde, du coup, les blocs. Hein. Ok, une blockchain, on va dire que c'est un grand livre, un grand registre, où il y a plein de transactions qui sont notées. Et à chaque fois que. Et donc, bah, la feuille, c'est un bloc. Et à chaque fois que la feuille est remplie ou qu'un temps a été passé, en fait, on scelle la page, on hache la page avec le hash de la page d'avant. Ce qui fait que si quelqu'un modifie une page, bah, en fait, ça va modifier toutes les pages d'après, et donc ça va être rejeté. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on note toutes les transactions dans des blocs, et au bout d'un. Donc là, on vérifie déjà si elles sont correctes. Mais ensuite, il y a un prover qui va prouver que tout ce qui s'est passé dans les blocs, c'était correct. Et donc, on n'a plus qu'un gros ordinateur qui va faire le travail qui se faisait faire par des milliers d'ordinateurs avant. Donc, ce qui fait que maintenant, on ne paye plus 1000 machines pas puissantes, on paye une machine très puissante qui prouve ce qui se passe. Et donc ça nous permet d'avoir de la puissance de calcul pas chère. Par exemple, pour des jeux, on peut faire des jeux on-chain, par exemple Worms. Ben, en fait, on peut faire Worms on-chain où on calculera la trajectoire du bazooka, toutes les explosions, etc. Et on peut faire de l'IA aussi on-chain. Il y a un bot de trading, par exemple, qui est on-chain et qui envoie des messages sur Ethereum pour dire d'acheter, pour dire de vendre, etc. Et donc ça, en fait, c'est ce que nous on fait. C'est cette architecture-là qu'on a. On a le séquenceur qui ordonne les transactions dans les blocs, le prover qui prouve les blocs, et ensuite il faut que quelqu'un vérifie la preuve. Mais en fait, on ne veut pas que ce soit quelqu'un qu'on ne connaisse pas ou quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un smart contract sur Ethereum. Un smart contract, c'est du code qui s'exécute sur la blockchain, c'est-à-dire que tout le monde voit comment ça se passe. C'est garanti que ça s'est bien exécuté en fait. Et donc notre smart contract sur Ethereum, il va vérifier la preuve que le prover envoie. On va aussi poster la différence d'état de Starknet pour passer du coup du bloc N au bloc N plus 1. Et en fait, on peut reconstruire tout l'état de Starknet à partir des données Ethereum. Donc on n'a même pas besoin, nous, de maintenir notre état. En fait, Ethereum s'en charge pour nous. Et personne a de confiance en personne parce que, enfin, actuellement si, parce que le prover n'est pas open source, mais ça marche. Donc c'est cool. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur Starknet aussi? Ouais. À peu près, ouais. En gros, t'as Ethereum, c'est la première couche, où donc là, elle est très sécurisée, mais ça coûte super cher de faire une transaction. Alors, par exemple, pour faire un simple transfert, ça peut te coûter 1 euro. Et ben en fait, nous, on est en layer 2, ce qu'on appelle. C'est genre une, une route de campagne. En fait, non, Ethereum, c'est une route de campagne qui est bouchée. Et nous, en fait, on fait une autoroute qui est pas bouchée, tu vois. Et du coup, tu peux faire tes transferts et tout gratos, enfin gratos, pas cher. Et ensuite, ça sera prouvé que ton transfert a été a été effectué correctement sur Ethereum. Donc tu as la sécurité d'Ethereum avec le prix de Starknet. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est le prover qui est close source qui le fait. Mais en fait, à partir d'un moment, on va se décentraliser et donc on aura un consensus qui va choisir quel séquenceur va process quel bloc, quel prover va prouver quel bloc, etc. D'autres questions? Ouais. On n'est pas ZK mais on est en train de bosser sur une ZK En fait, on n'a pas choisi l'EVM parce que ça a des limitations que nous on veut pas.
Nous, on a notre propre VM et notre propre langage de programmation, parce qu'en fait, prouver, enfin, un langage qui, enfin, les polynômes, tu vois, c'est vraiment des multiplications, des additions, des soustractions, etc. Alors que le VM, c'est des opérations sur les bytes. Et en fait, ça fait que ça rajoute un super gros overhead pour prouver. Et là, par exemple, Polygon, sur leurs wiki VM, ils mettent 9 minutes à prouver 4 millions de gaz, je crois. Ce qui fait 9 minutes pour prouver ce qui se passe en un quart de bloc. Et un bloc, c'est 15 secondes sur Ethernet. Alors que nous, bah, on prouve 12 heures en pas longtemps. D'autres questions? Ouais. C'est quoi la finalité sur Starknet? Comment est-ce qu'on la mesure? Tu veux dire à partir de quand la transaction elle sera jamais reverte? Oui. Et ben quand le bloc est fermé. Enfin, quand le bloc est fermé, mais avec certaines, si tu te mets certains postulats, en fait, à partir du moment où le séquenceur la process, ta transaction sera finie. En gros, ce qui se passe, c'est que en fait, on a notre langage de programmation qui s'appelle Cairo et qui est super optimisé pour qu'on le prouve. C'est-à-dire que quand on exécute un programme Cairo, il te génère la trace directement et du coup, c'est super facile de prouver. Sauf que Cairo, en fait, si en fait, tu as des asserts partout. Pour set une valeur, en fait, ce sera un assert. Et donc, le prouveur va vérifier que la valeur dans ta case, elle est égale à ce que tu dis qu'elle est. Donc, si tu fais, par exemple, assert x égale 3, ça va set x à 3. Mais si ça y est déjà, en fait, ça va juste vérifier que x est bien égal à 3. Et si ça arrive à un assert qui est faux, donc c'est la seule façon de faire fail un programme Cairo, et ben en fait la transaction elle sera rejetée, en fait elle n'est pas prouvable. Donc ta transaction elle est juste rejetée. Donc toutes les transactions qui sont incluses dans des blocs, les transactions elles sont finales, elles ne pourront jamais revert. Et en fait on a un état qu'on appelle pending, c'est quand la transaction a été processée par le séquenceur, qu'elle est incluse dans un bloc, mais que le bloc n'est pas miné. C'est-à-dire que le bloc n'est pas fermé, et du coup si ta transaction elle check que le timestamp du bloc est inférieur à une certaine valeur, et bien pendant que c'est encore pending, le timestamp du bloc il s'incrémente encore. Et donc quand il va être miné le bloc, on va reprocess la transaction. Et si ton timestamp est plus grand que ta deadline que tu avais mise, et bien là ta transaction elle sera reverte. Mais globalement c'est le seul cas de figure où une transaction qui a été process peut fail. Ce qui fait 5 minutes de finalité. Donc, Ouais. tous les, tous les programmes qu'on déploie sur Starknet sont représentés par des polygones, enfin des polynômes. Non. En fait, tes programmes, c'est du Cairo, c'est notre langage de programmation. Et donc ça, tu le compiles dans bytecode, et juste enfin, tu déploies ton bytecode. Mais toi, en gros, tu vois jamais de polynôme. Ouais, très bonne question. Alors, Optimism, c'est un optimistic rollup. C'est-à-dire que eux, ils se disent que tout se passe bien jusqu'à ce que quelqu'un dise tout va mal. Et nous, en fait, on fait autrement. On dit rien ne se passe bien jusqu'à ce qu'on prouve que tout s'est bien passé. Donc, en gros, nous, en fait, on prouve le bloc. Et donc, personne ne peut dire que c'est une fraude parce que le bloc, il est prouvé. Enfin, cryptographiquement, en fait, ton bloc, il est sécure et tout s'est bien passé. Alors que sur Optimism, bon, déjà, ils n'ont pas les preuves de fraude. Donc, tu peux pas leur dire que ça s'est mal passé. Mais en gros, sur Optimism, tu aurais genre 7 jours pour trouver une erreur dans leur transaction et du coup gagner de l'argent parce que tu leur as dit que c'était faux. Là, pour notre. Bah, plus ou moins. Donc tu fais confiance à la cryptographie, quoi. Ouais. Alors que là, Optimism, bah, en gros, tu fais confiance à un mec qui fait tourner un gros ordinateur, qui cherche des fraudes, qui n'a aucun intérêt à laisser passer une fraude. Et de toute façon, ils n'ont pas les fraudes proof. Donc... Une autre question. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si le prouveur il veut pas mettre ma transaction dedans, dans le bloc? Actuellement, Ouais. et ben actuellement, ta transaction n'est pas incluse. Mais en fait, c'est nous qui opérons le prouveur. Donc, ça voudrait dire qu'on censure notre propre réseau. Ouais, c'est possible, on l'a vu avec Tornado Cash, mais en fait,
on va être décentralisé et du coup, il y aura plein de prouveurs. Donc, si elle n'est pas incluse dans la première fois, bah, elle sera incluse la prochaine. C'est bon. Une autre question? Non? Ok. Et ben, vous voulez passer à du Cairo un peu? S'il vous plaît. Ouais? Ok, ben, c'est parti. Ouais. Sur serveur shop. Sur programme. Sur quel? Calcul du Japon. Calcul du Japon. Sur GitHub. Ok, alors pour mon parcours, moi je suis rentré à l'ESILV en 2017. Bah, c'est une école d'ingé généraliste. Et là-bas, il y a une majeure fintech qui est axée blockchain. Et du coup, nous, on fait bah, de la cryptographie, on fait du Solidity, on apprend comment, enfin, l'histoire un peu de la blockchain, comment tout fonctionne, etc. En quatrième année, j'ai fait un stage dans une boîte de conseil en blockchain, enfin, dans une startup. Et après, bah, du coup, l'année d'après, en cinquième année, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Starkware, qui du coup développe Starknet. Et j'ai continué à travailler avec eux après. Et donc là, la formation, c'est pas fini. C'est Starknet 011. Ok. Et ben, si vous faites ça, globalement, vous pouvez construire des protocoles blockchain. Par exemple, chez nous, en fait, il y a, enfin, il y a très peu de gens qui savent développer des smart contracts. Il y en a très peu qui utilisent même les blockchains. C'est juste des très bons software engineers, des très bons mathématiciens qui en fait qui mettent en application tout leur savoir pour créer le protocole. Et ben, on a besoin de DevOps pour sécuriser toute la partie réseau, parce qu'une blockchain, c'est des serveurs qui communiquent entre eux. Donc il y a besoin de ça. Il y a besoin de cryptographes pour bah, construire comment tout se passe en fait. Alors, comment on hache les blocs, les signatures pour les transactions, etc. Il y a besoin de mathématiciens. Donc nous, pour les preuves, et franchement, si vous êtes fort en maths, ça va pas être très compliqué. Mais en fait, non, non, mais pour construire les protocoles. Après, pour les utiliser, les maths, franchement, tout le monde utilise Instagram. 99,9% des gens comprennent pas comment ça marche. Ouais, l'objectif, c'est pareil. Et web dev, pareil. Tous les web devs savent pas comment, je sais pas, le protocole TLS il marche. Donc c'est pareil. Ouais, bah, en fait, plus ou moins, parce qu'en fait, tous nos ingénieurs, c'est des mathématiciens assez avancés, mais enfin, sur la partie core engineering, en gros, sur la création du protocole, etc. Mais après, on a des DevOps, etc., qui sont pas forcément calés en maths. Et, euh, et en fait, on a aussi besoin de gens qui construisent sur Starknet, donc qui développent des smart contracts, qui créent des dApps, des applications décentralisées, donc des jeux, je sais pas, de l'IA, etc.
Et donc ça, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Ok, donc pour Cairo. Donc nous, on a une organisation Starknet EDU. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup là. Mais on voit. Ok, ouais. Donc on a cette organisation-là et cette organisation, on crée des tutos en fait que vous pouvez faire par vous-même. Et ces tutos, en fait, c'est des exos. Si vous répondez correctement, vous avez des points. Et concrètement, au niveau blockchain, c'est si vous atteignez des instructions, on va vous minter des ERC20, donc, des tokens, et ça vous fait des points. Mais ça, vous n'avez pas forcément besoin de le comprendre. Euh, donc voilà, donc ça c'est le README, ça explique en gros ce qu'il faut faire. Et il y a les différents exos. Donc là, par exemple, il y a l'exo 1. L'exo 1, c'est ça en fait, c'est un smart contract Cairo. C'est pas méga lisible au début, mais en fait, en décembre, on va changer le langage pour que ça ressemble à Rust. Qui sait coder en Rust ici? Ok, ok, il y a des pros. Ok, et ben en décembre, du coup, vous serez content parce que le langage ressemblera à Rust. Et en fait, si vous connaissez pas Rust, je vous conseille quand même grandement d'apprendre Rust parce que tout converge vers Rust, genre, tous les langages convergent vers Rust. Donc franchement, n'hésitez pas à apprendre. Comment? Très bonne question. Alors, parce que là, en fait, c'est un langage qui est vraiment pas très beau et il manque énormément de fonctionnalités. Comme je disais tout à l'heure, en fait, si tu arrives à un assert 1 égale 2, ta transaction elle devient pas prouvable. Et si elle n'est pas prouvable, elle n'est pas incluse dans un bloc. Si elle n'est pas incluse dans un bloc, on ne prend pas de fees. Donc si tu veux, tu peux spammer le réseau de transactions euh, qui vont échouer. Et du coup, nous, on ne pourra pas prendre de fees et tu nous doses le réseau. Ce qui est pas top. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit le compiler en Rust pour avoir un langage qui est tout le temps prouvable. C'est-à-dire que même si tu arrives à une erreur, et ben en fait, ça va juste retourner une erreur. Et toi, tu pourras faire ce que tu veux avec ton erreur, soit la propager dans la transaction, soit se dire bon bah ok, il y a eu cette erreur, bah fais ça. Et ça, c'est l'objectif principal de ce qu'on refait. Et aussi d'avoir un langage plus clair avec plus de fonctionnalités de base. Parce que là, en fait, vous n'avez pas la cerise sur le gâteau, mais en gros, le fonctionnement de Cairo, c'est que la variable de base, c'est un field element, un élément de l'espace fini. Et donc en fait, si tu divises 3 par 2, en fait, ça va pas te donner 1, enfin, ça va pas te donner, ouais, 1. Ça va te donner un super grand nombre, parce qu'en fait, c'est 3 divisé par 2, mais modulo, nous sommes un très très grand nombre au premier. Et du coup, en fait, l'inverse modulaire, tu vois, c'est pas la division d'un nombre entier. Et donc, tu fais 3 divisé par 2, ça fait que quand tu multiplies le résultat par 2, ça te fait 3. Voilà. Et du coup, on a cet exo-là. Donc, l'exo-là, c'est vraiment le premier du premier du premier, c'est le plus simple. Ça, en fait, ça indique que la fonction, elle est externe. Et en fait, quand on déploie le programme, ça veut dire que cette fonction, elle sera accessible de dehors. Et tous les smart contracts, ils gardent leur état. En gros, c'est des mini-ordi qu'on peut appeler les fonctions externes. Et ça va exécuter tout ce qu'il y a là-dedans en fonction des inputs qu'on a. Et donc là, en fait, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben, elle récupère l'adresse de celui qui a envoyé la transaction, elle lui valide l'exercice, elle lui envoie des points. Et alors, comment ça marche? Parce que vous n'êtes pas forcément familier avec la blockchain, et ben en fait, tout le monde, pour interagir avec la blockchain, a besoin d'un compte sur Ethereum. C'est juste une clé privée et une clé publique. C'est-à-dire que c'est juste un point. Et ensuite, on va signer une transaction. Donc, on va faire une multiplication pour signer la transaction. Et on pourra vérifier cryptographiquement que c'est bien que la clé publique qui a envoyé la transaction a bien signé avec sa clé privée sans révéler sa clé privée. C'est pas méga clair. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que. Enfin, Ethereum, en gros, ils ont ça, mais du coup, ils sont bloqués parce que ils peuvent juste avoir un système débile
où on signe une transaction, on envoie la transaction, elle est exécutée, etc. Il n'y a pas de mécanisme, moi je vais envoyer une transaction, mais je ne veux pas payer les frais, je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui paye les frais. C'est-à-dire que, en fait, si on veut utiliser Ethereum, soit il y a quelqu'un qui garde nos clés privées, donc qui détient nos fonds, soit, soit on a notre petite phrase de 12 mots, et en fait, si on la perd, et ben on l'a dans l'os. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a le count abstraction, c'est qu'en gros, tous les comptes, c'est des smart contracts. Et donc, on peut avoir n'importe quelle logique. Donc, par exemple, on peut avoir un smart contract qui dit, bah, pendant 1 heure, j'autorise à faire cette opération sans avoir besoin de signer de transaction. Ce qui peut être vachement pratique dans un jeu, d'éviter de devoir signer à chaque fois les transactions. Ou par exemple, bah, du coup, comme on disait, si, je sais pas moi, Amazon, ils veulent lancer les gens sur la blockchain et ils veulent pas qu'il y ait de friction quand ils rentrent et qu'ils doivent mettre de l'Ether sur leur compte, etc. Et ben en fait, ils peuvent avoir un account contract qui fait que Amazon paye les frais de blockchain pour les utilisateurs. Et ça, en fait, on l'a nativement et ça coûte bien moins cher qu'Ether. Donc, c'est cool. Et donc, ça récupère l'adresse de l'account contract par laquelle est passée la transaction. Et donc ça va envoyer les points à l'utilisateur. Et donc, pour appeler cette fonction, il faut aller ici, dans l'explorateur. Donc on a des blocs Explorer, en gros, c'est des sites qui vont indexer tout ce qui se passe sur la chaîne, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer une requête au séquenceur à chaque fois qu'un nouveau bloc est créé, pour récupérer toutes les transactions, pour récupérer les nouveaux smart contracts, etc. Et donc ensuite, on peut aller explorer les smart contracts. Et là, donc on voit bien qu'on a la fonction claim point, qui correspond à la fonction de l'exo 1. Et il faut que je connecte mon compte. Tac. Là, j'ai connecté mon compte et je peux appeler cette fonction. Et ça devrait me donner des points. Voilà, donc là, ça marche pas parce que j'ai déjà fait l'exercice, mais en gros, là, il donne les résumés de la transaction. J'appelle ce point d'entrée. Tac, il n'y a pas du tout de. Je donne aucune input. Ça me donne mon compte. Et là, les frais de transaction. Voilà, donc là, ça marche pas parce que j'ai déjà fait, mais théoriquement, vous pouvez appeler. Et donc ça, ce sera l'exo 1. Et donc, si vous avez réussi l'exo 1, vous allez recevoir des points ici. Vous allez recevoir des points ici. Donc là, j'en ai 2, ce qui correspond à l'exo 1. Et ensuite, vous pouvez passer à l'exo 2, qui en fait est le même concept. C'est aussi un exo que vous pouvez faire par vous-même. Et si vous réussissez, vous avez des points. En fait, ça va être ça pour beaucoup de tutoriels. Et donc ça vous permet du coup de travailler en autonomie, de savoir si ce que vous faites c'est bien, de lire du code et d'en écrire pour certains cas. Et donc là, ça introduit une nouvelle notion qui est les storage vars. Et donc ça, les storage vars, en fait, c'est ce qui est persistant entre différents appels. Donc là, si dans mon constructeur, voilà, dans mon constructeur, j'écris dans cette storage var, donc dans cette variable d'état, et ben en fait, la prochaine fois que j'appelle mon smart contract, cette storage var, elle vaudra la valeur que j'ai mise ici. Et donc là, le but, c'est de re-appeler claimPoint. Ça récupère mon adresse pareil, ça lit la variable d'état, et ensuite, ça va assert que la valeur que j'ai donnée ici, c'est la bonne. Et du coup, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on donne pas la bonne valeur, on va arriver à un assert 1 égale 2, ce qui est mathématiquement faux et ce qu'on ne peut pas prouver. Donc cette transaction, elle sera rejetée, pas incluse dans un bloc, et on n'aura pas pris de fees. Et ensuite, donc si vous avez bon, et ben ça va valider et ça va distribuer les points. Et en fait, du coup, vous devez faire ça pour tous les exos. Et après, il y a d'autres tutos si vous voulez écrire du code, parce que lire c'est bien, mais écrire c'est mieux.
Et vous avez par exemple ce tuto-là, à ERC20 ou ERC721. Et donc ça, les ERC20, en fait, quand quelqu'un vous dit j'ai acheté de la crypto-monnaie, globalement, il a acheté un ERC20. Énormément de crypto, c'est en fait des ERC20, c'est des smart contracts qui sont standards sur OpenZeppelin. Et en fait, n'importe qui peut créer ces crypto-monnaies. Vous allez sur openzeppelin.org, vous mettez votre nom de crypto, machin, vous déployez votre contrat, ça prend 2 secondes, et vous avez votre crypto. Et donc ça, en fait, ça vous apprend à faire une crypto et à la customiser un peu avec certaines fonctions, etc. Et les NFT, la plus grosse tendance en ce moment, ça vous permet du coup d'en faire vous-même. Parce qu'en fait, les NFT, c'est aussi des smart contracts. En gros, les ERC20 et les ERC721, c'est assez similaire. Sauf que le ERC720, ça pointe sur un, enfin, c'est un lien, généralement IPFS, il a une image en fait. Et donc un NFT, c'est juste un smart contract avec un mapping, par exemple 0x1, donc l'adresse 1 qui détient je sais pas, le token 12, et le token 12 pointe sur une URL IPFS qui a ces métadatas-là, et donc qui est cette image-là. Et donc ça va vous apprendre à faire vos NFT à vous. Ensuite, ça c'est comment débugger un smart contract. Et ça, c'est le messaging bridge. Ça, c'est un truc super cool. C'est qu'en fait, entre la L1, donc Ethereum, et la L2, Starknet, on peut envoyer des messages. Et donc, on peut dire, par exemple, j'envoie un message à l'adresse 32, et l'adresse 32 sera la seule à pouvoir consommer ce message. Et ce message peut être, achète de l'Ether sur Uniswap pour de l'USD. Et il pourra consommer le message et le faire. Et à l'inverse, on peut envoyer des messages depuis Ethereum sur Starknet, parce qu'en fait les deux se comprennent. Et donc ce message, en fait, il sera exécuté automatiquement par le séquenceur. Donc par exemple, depuis Ethereum, je peux dire, on peut avoir un vote sur Ethereum, et on dit, à la fin de ce vote, ça enverra un message avec le résultat et que ça exécutera la chose. Par exemple, 1, acheter de l'Ether, 2, vendre de l'Ether. On vote en L1, on envoie le message à la fin, et du coup, ça va acheter ou vendre de l'Ether pour tout le monde. Et donc ça explique comment ça marche, comment l'utiliser, etc. Il y a un peu de Solidity aussi, donc ça c'est cool, ça vous apprend du Solidity. Et ça vous explique comment le current abstraction fonctionne sur Starknet. Et donc le current abstraction, c'est le fait de pouvoir avoir n'importe quelle logique pour son compte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ouais. Vu qu'en décembre, vous allez bouger vers du Rust, est-ce que vous aurez apprendre du Cairo? En vrai, je te conseillerais d'apprendre le Rust, parce que le Rust, c'est quand même plus polyvalent que Cairo. Et dans 3 mois, ça va ressembler vachement au Rust. Mais en fait, si tu apprends du Cairo maintenant, c'est pas perdu, puisque là, ça va ressembler. Similaire à quoi Ouais. Enfin, un peu, ouais. Non, c'est pas méga similaire, mais en fait, tout le code que tu écris maintenant, tu pourras le porter vers le nouveau compiler. Enfin, le nouveau compiler, il comprendra l'ancien code. Ouais. Ou alors, il y aura un script qui va te parser ton code et te le réécrire de la bonne manière. Ouais. Aujourd'hui, vous déployez une chaîne qui a coûté à Ethereum. Est-ce que Ouais, alors en gros, les seuls vrais coûts que tu as sur Starknet, c'est quand on poste quelque chose sur Ethereum pour être sûr que ce sera toujours là. Donc par exemple, quand tu déploies un contrat, et ben en fait, je crois qu'on met l'adresse et le hash de ton contrat sur Ethereum. Donc ça va juste te coûter ça, à peu près. Alors sur Ethereum, le coût de stockage de ton contrat, etc. Ouais, c'est pour ça qu'on a de l'IA, on a des jeux. Il y a des mecs qui ont implémenté un jeu. Et en fait, c'est tu vois, avec une carte infinie. Mais la carte infinie, elle n'est pas stockée sur Starknet, parce que stocker des choses sur Starknet, c'est cher. Et si tu stockes un truc dans une storage var ou dans une variable d'état, on va mettre que si tu stockes 1 dans ta variable d'état qui s'appelle A, et ben on va mettre que A dans le contrat B vaut 3. Et donc ça, on le met sur la L1. Du coup, ça va te coûter de l'argent.
Du coup, ce que eux, ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un algorithme qui permet de générer une carte infinie. C'est des maths pas très très compliquées. Et en gros, tout se fait on-chain. D'autres questions? Non, cool. Le jour, les sharding, Alors, je suis pas sûr de savoir ce que c'est exactement le sharding, mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'il y a dans le présent, c'est les roll-ups. Et là, il y a des pieds qui sont enfin, des propositions d'Ethereum d'amélioration qui sont vraiment focus sur les roll-ups. Et actuellement, donc nous, enfin, en fait, le plus gros prix des roll-ups, c'est quand ils passent en L1, ce qu'on appelle de la call data. La call data, c'est les paramètres que ta fonction elle prend. Donc, par exemple, la fonction claim point de l'Exo 2, elle prenait un entier en call data. Et donc ça, nous on le poste sur Ethereum et comme ça c'est stocké à jamais. Sauf que ça coûte cher parce que en fait ce qui coûte le plus cher dans la blockchain, un des trucs qui coûte le plus cher dans la blockchain, c'est l'espace de données parce que enfin, en fait ça va scale à l'infini, donc ça va coûter très cher. Et là en gros il y a un EIP qui veut faire que la call data est supprimée tous les 3 mois. Du coup ça réduirait drastiquement les coûts. Et il y a aussi un autre EIP qui veut faciliter la vérification des preuves en ayant des mécanismes cryptographiques plus adaptés. D'autres questions? De ZK Sync? ouais. Eh ben, nous, on est en mainnet et on a des preuves. ZK Sync, ils ont ajouté leurs preuves il y a 3 jours, je crois. Et eux, ils sont EVM compatibles. Enfin, EVM equivalent. C'est-à-dire que eux, ils ont leur langage de programmation qui s'appelle le Zinc. Et en fait, ils vont transpiler du Solidity en Zinc et ils vont l'exécuter sur leur machine virtuelle. Mais du coup, ils ont un plus gros overhead prouvé. Et eux, ils utilisent des snarks, il me semble. Donc, ils ont un trusted setup. J'ai vu des patterns de développeurs C'est le challenge, en gros, faire bouger les gens de l'EVM à Cairo. Mais en fait, le VM, c'est la première VM qui est arrivée. C'est comme si on s'était dit, eh ben, on va tout garder en COBOL. Bon, c'est ce qui s'est fait dans les banques, mais nous, on espère pouvoir changer ça. Et en fait, Starknet, c'est pas lié qu'à une seule L1. Donc on peut se plug on peut avoir un Starknet pour Ethereum, un Starknet potentiellement pour Bitcoin, il faudrait qu'il rajoute 2 opcodes, un Starknet pour Solana, etc. Et du coup, en fait, ça veut dire que tu pourrais écrire une application que tu déploies sur tous les Starknets qui sont liés à d'autres L1. Alors, en gros, je sais pas si tu es familier avec le fonctionnement de Bitcoin et la communauté. Non. Bah, en gros, il faudrait qu'on rajoute 2 opcodes pour vérifier les Stark. Les opcodes, c'est les instructions. Et sauf que ça, en fait, ça arrivera pas dans les 10 ans. Parce que ils veulent rien changer, c'est compliqué, c'est hyper décentralisé, etc. Donc c'est très compliqué, mais théoriquement, s'ils rajoutent ces 2 opcodes, on pourrait se mettre sur Bitcoin et avoir des smart contracts sur Bitcoin. Ouais. S'il y a un Starknet sur deux L1 différentes, est-ce qu'elles peuvent communiquer, faire des preuves de l'une à l'autre? Je crois pas, parce que il me semble qu'on devrait prouver l'état de l'un sur l'autre et que s'il y a une réorg, enfin si on réordonne les blocs sur une chaîne, ça décalerait l'autre et ça ferait un peu n'importe quoi. Et sur la même blockchain, on peut. Euh, S'il y a deux Starknets sur Ethereum, ils peuvent communiquer entre eux. S'il y a 2 Starknets sur c'est une bonne question. En fait, il faudrait repasser par Ethereum. Il faudrait que tu envoies ton message sur Ethereum, que Ethereum renvoie le message sur Starknet. D'autres questions? Si je mets, si je mets plusieurs programmes dans le même Starknet, ils peuvent s'appeler les uns les autres. Ouais, Starknet c'est interopérable. Tu peux appeler des contrats d'un contrat à l'autre.
Par exemple, Uniswap, c'est genre un échange décentralisé. Et ben, on peut l'avoir sur 5 ans. Ouais. Bah, tu vois ce que c'est la L2? Donc, tu vois ce que c'est la L3? C'est une sous-couche plutôt, mais ouais, c'est ça. Et ben, tu auras ta L3 qui pose sur ta L2, ce qui est moins cher que poster sur la L1. Et ensuite, ta L2, elle va prouver ce qui se passe pour L2, donc elle aura ça va agréger tout ça et poster. Donc, ce sera encore moins cher. Et en fait, tes L3, tu pourrais les faire spécifiques à certaines applications. Par exemple, nous, on a créé StarkX, qui est un L2 spécifique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Sorare. C'est des échanges de cartes de foot. Et ça, en fait, ça utilise StarkX, qui est un layer 2 application spécifique. Et donc, on pourrait avoir ça pour des L3, ce qui ferait que ça rendrait vraiment pas du tout cher et bien plus rapide l'exécution de tout. D'autres questions? Non? Merci d'avoir écouté. Et n'hésitez pas à faire les tutos, à nous ping sur Discord, à nous ping sur Telegram, à Bill sur Starknet, à entrer en contact avec son frère. Donc sur Telegram plutôt, parce qu'il passe beaucoup de temps dessus. Du coup, j'imagine qu'on a fini. Je peux m'excuser de mon retard. Ouais, juste une chose du coup avant de partir. Alors, merci à Lucas pour cette belle présentation que je connais déjà, mais vous avez eu la chance d'écouter. D'un point de vue très concret, très pratique, nous, chez Matchbox, donc, je vais peut-être présenter aussi ce qu'on fait, mais on propose des solutions, je dirais, et même des applications concrètes et des opportunités enfin, vous pouvez directement coder, en fait, bref, pour pouvoir faire très simple, j'ai commencé par présenter ce qu'on fait. Donc, on est la plus grande communauté de dev sur Starknet, en général, et on build en fait l'infrastructure des jeux complètement on-chain. Alors, je ne sais pas qui selon vous, j'imagine que vous l'avez demandé, enfin que Lucas va poser la question au début, mais qui est familier en crypto et en jeu Web3 de façon générale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux Web3 sont aujourd'hui, c'est des jeux qui sont complètement, enfin, à 90% off-chain avec, disons, peut-être 10% au mieux de composants on-chain. Et donc, l'idée, c'est que quand un jeu qui est complètement on-chain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce sont des jeux dont toute la composante, tous les éléments du jeu sont on-chain. Que ce soit le gameplay, que ce soit en passant par l'AMM, enfin, l'AMM si vous avez une marketplace dessus, et en incluant également tout ce qui est effet de musique, et, enfin, toutes ces choses-là, tout ce que vous pouvez imaginer dans un jeu peut être décomposé en autant de briques qui le composent. Donc en fait, vous pouvez, en tant que développeur, réutiliser des briques, des morceaux, des parcelles qui existent dans un jeu, et en fait les remettre, les plugger dans votre jeu. Donc en tant que dev, ça vous permet de créer un jeu, enfin de créer un jeu en une fraction du temps que vous auriez eu à faire si vous avez eu à le builder vous-même. En fait, c'est tellement comme un Lego, donc vous preniez les briques et vous les pluguez sur votre propre jeu. Donc ça, c'est l'idée de jeu complètement chain. En fait, ça permet beaucoup de choses. Donc déjà, c'est beaucoup plus rapide. Et on peut aussi capitaliser sur ce que les autres ont produit et finalement avoir bénéficié d'effets de réseau, finalement, d'effets composés. L'idée que voilà, on peut bénéficier de briques qui existent déjà et au-delà de ça, avoir des briques qui vont être systématiquement améliorées par les développeurs, que tout est finalement open source, tout est accessible par tout le monde. Donc ça, c'est la grande plus-value. Et l'idée, c'est que, alors je sais pas qui est familier avec la DeFi, mais c'est à peu près la même idée qu'en DeFi, ça grandit aussi vite parce que c'était tout était complètement composable, enfin complètement, tout était voilà composable. On pouvait forquer, améliorer et finalement capitaliser sur ce qui était déjà existant. Là, il y a beaucoup plus de cas pratiques, d'applications possibles. En DeFi, une fois qu'on a fait du lending, du borrowing, un peu de je sais pas d'options, de dérivatives, on a quand même relativement fait le tour. Ce n'est pas le cas en gaming. Alors, du coup, nous, ça, c'est la grande thèse. Et du coup, nous, on build, enfin, c'est l'infrastructure qui permettra aux développeurs de créer des jeux complètement on-chain et de façon très concrète. Alors, vous avez plusieurs façons alors, juste une chose. On peut le faire sur Starknet parce que Starknet, comme l'a présenté Lucas, permet de le faire. La computation power et aussi, on a d'autres effets, mais qui sont, je ne sais pas s'il l'a abordé, mais
sans rentrer dans les détails, on va juste garder sur le fait que Starknet permet de le faire. Et de façon très concrète, donc vous pouvez participer, vous pouvez en fait construire des jeux et directement en tant que développeur en sortant d'école, juste participer à des hackathons, participer à des hacker house, c'est des hackathons finalement mais en physique, pendant une durée déterminée, vous dormez sur place, vous vivez sur place et vous buildez avec on vous met ensemble avec d'autres développeurs et vous buildez sur un temps imparti des jeux, finalement des projets. Et il y a ça, vous pouvez également rejoindre des projets qui sont dans notre communauté. Donc en fait, il y a énormément de ressources. Il faut comprendre qu'on est vraiment au début d'un écosystème et d'un truc qui va être vraiment gigantesque, qui va prendre beaucoup d'ampleur. Enfin, c'est vraiment les prémices. Je ne sais pas si c'est extrêmement pertinent, mais on peut dire, enfin, on le dit souvent, mais euh, aujourd'hui, on dit souvent que Internet, que la blockchain est à la valeur, ce qu'Internet était à la fondation. Mais en gros, considérez que là, on est à Internet en 95 ans. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Si vous commencez maintenant, il y aura beaucoup d'opportunités. Et de façon très concrète, je me répète, mais vous pouvez donc soit nous rejoindre on a un Discord, enfin, vous pouvez aussi nous contacter directement, enfin, nous contacter directement sur Telegram aussi. Il y a énormément de façons de faire. On vous prend par la main. Il y a énormément de tutos, comme l'a décrit. Il y a les tutos d'Henri, il y a les donc de Cairo. Il y a les tutos aussi de Reddit. Enfin, il y a beaucoup de ressources qu'on peut vous fournir. Je pense que là, il y a beaucoup de données pour ceux qui ne sont pas très familiers. En tout cas, on va pouvoir vous envoyer tout ça et qui sont très concrètes. Voilà, vous pouvez partir à nos hackathons, donc monter votre projet vous-même directement ou même rejoindre des équipes qui se lancent, sachant qu'on a besoin d'énormément de développeurs. Sachez que c'est quelque chose qui est en constante demande et il y a énormément d'opportunités. Voilà. Et on vous donnera les informations, toutes les coordonnées, tout ce qu'il faut pour voilà, nous contacter, que ce soit pour rejoindre des équipes ou même builder votre projet vous-même. Des questions? J'ai une petite question. En fait, quel est le niveau que vous demandez en Rust, par exemple, pour entrer dans vos sociétés? Est-ce que vous nous accompagnez si on sait, par exemple, utiliser C ou Python? Ou est-ce qu'il faut vraiment être bon? Alors pour rejoindre Starkware, pour rejoindre l'engineering, c'est compliqué parce qu'ils sont en Israël. On fait pas de Rust du tout, on a juste le compiler qui est en train d'être réécrit en Rust, mais on fait pas du tout de Rust. Globalement, t'as pas besoin de maîtriser une techno pour rentrer, mais tu auras un test technique qui me semble comprend des maths et du code. Et donc si tu maîtrises un langage de programmation, c'est bon. Si tu maîtrises pas ceux qu'on utilise, c'est pas très grave. Ok. Et en maths, c'est quel niveau, par exemple? Niveau très. Oui. Ouais, très bien. Je pense que là, si tu parles pour rejoindre Starkware. Oui. Enfin, les sociétés en crypto comme ça, quoi. Pour rejoindre l'engineering, c'est compliqué, mais après, pour rejoindre des sociétés qui build sur Starknet, là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. On a vraiment énormément de gens, énormément de développeurs qui ont entre 18 et. Enfin, vraiment, les gens qui build sont entre 18 et. Je sais pas, entre 23, 24, 25, donc il y a plus aussi, mais il y a des gens qui sont des vrais cracks qui, à 18 ans, enfin, ils sortent d'école, enfin, du bac, ou même des gens qui sont en école aussi et qui buildent des choses. Ça peut être très rapide d'apprendre Cairo. Enfin, je pense que c'est la vraie barrière en fait à l'entrée. Si vous apprenez Cairo, enfin, vous pouvez en fait bootstrapper. Enfin, en fait, souvent le mieux pour apprendre, c'est vraiment de faire. En fait, les hackathons qu'on organise nous très régulièrement, c'est aussi un moyen de juste vous mettre le pied à l'étrier. Et c'est pas grave si c'est pas du tout performant au début. Je veux dire, on a eu des gens qui au cours de l'hackathon, ils ont juste commencé pour faire comme ça. Pour commencer, en 2 mois, ils ont 2 mois, même parfois un mois et demi, grand maximum, enfin, des gens arriver à avoir un niveau très convenable et construire des jeux, à avoir des boîtes qui commencent à être valorisées, à lever des fonds. Enfin, ça va vraiment très vite. Je veux dire, depuis juillet, on a, du hackathon, on a 4-5 boîtes de startups qui commencent à avoir des valos assez élevés et qui ont juste appris Starkware, qui ont appris Cairo, pardon, ouais, en très très peu de temps, quoi. Avec les tutos, c'est vraiment ultra abordable. Et donc, voilà, je pense que rejoindre Starkware, c'est quand même relativement compliqué, du moins, enfin, c'est toujours possible, mais c'est compliqué. C'est beaucoup plus abordable de rejoindre des projets qui se build, ou même de vous, simplement builder vos propres projets. Voilà, je pense que la meilleure façon de commencer, c'est l'hackathon, les hacker house, tout ce qui vous fait commencer, en fait. Ok, ça marche. Est-ce que chez Matchbox Zitao, vous accompagnez que des projets sur les jeux vidéo? Alors, disons que, alors, disons que oui, mais en fait, il faut comprendre que quand on parle de jeux complètement on-chain,
comme je l'ai dit juste avant, tout ce qui compose un jeu, enfin, peut rentrer dans la thèse. J'ai parlé je sais pas, de music tooling ou d'AMM, donc AMM, c'est une marketplace. En fait, tu peux imaginer que si ça peut s'intégrer dans un jeu d'une façon ou d'une autre, ça rentre dans la thèse. Donc c'est extrêmement large et j'ai même pas d'exemple en tête qui me vient de choses qui ne rentrent pas dans cette thèse-là. En fait. On a Stackset Gaming parce qu'on build une infrastructure gaming, mais si tu crées un AMM, si tu crées on a un projet qui littéralement fait du music tooling, on a aussi des VRF, donc c'est pas directement des jeux, et pourtant ils ont très bien leur place chez nous, et en fait après on les connecte avec d'autres jeux, enfin en fait il faut comprendre que c'est juste la thèse, mais tu peux faire n'importe quel projet finalement, on pourra toujours en discuter, mais relativement tout peut rentrer dans la thèse si on trouve une façon de l'intégrer dans un jeu. Ok. Voilà. Des questions? Juste pour ajouter, si tu builds pas un jeu, nous, enfin Starquare, on a aussi un programme de grant où genre t'explores Cairo, tu montes du code, t'expliques vite fait ce que tu fais. Si ce que tu fais ça marche, ben on continue à te granter. Quoi on continue à te granter, on peut t'introduire à des VC pour que tu lèves de l'argent, etc. Et même nous, finalement, c'est que si ça rentre pas chez nous, parce que pour une autre, on a toujours l'écosystème est tellement petit, enfin, il est petit, mais il grandit très vite. Enfin, il est pas si petit que ça, mais il grandit vraiment très très vite, vraiment, depuis le mois de juillet-avril, ça grandit de façon exponentielle. Enfin, moi, je trouve que de façon personnelle, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'était Ethereum en 2016, très niche. On en parlait très peu, c'était très accessible pour tout le monde, tu pouvais parler à n'importe qui finalement de ton écosystème, avant que ça explose et que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. On est un peu dans le même phénomène, on est convaincu de la qualité du produit, de ce que ça va proposer. Mais au final, voilà, c'est vraiment accessible. Et puis nous, voilà, on peut faire les intros à tout le monde. Si ça ne rentre pas chez nous, on peut vous introduire, je sais pas, il y a énormément de personnes dans l'écosystème. Il y a suffisamment pour que vous trouviez votre place d'une façon ou d'une autre, ou qu'on vous redirige vers les personnes adéquates. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et si vous nous parlez, on vous redirigera vers les bonnes personnes. D'autres questions peut-être? Merci à vous. C'était cool. C'était bien. Vous aurez les ressources, je pense que Ryan et Madame Coise, notre professeur, va vous partager toutes les ressources. Merci à vous et bonne soirée. Et de toute façon, je vais apprendre un peu dans la reste. Tu peux pas C'est dans programmation scolaire. C'est un mélange entre Java et C. Java, c'est de la merde. C'est la vie des colons. Ouais, je I be on my this morning I said my prayers and fall through till I try to talk to my dad. Give him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing on him.